L'UNESCO, en tant que laboratoire d'idées, centre d'échange d'informations, organisme normatif et catalyseur de coopération internationale, en particulier avec les pays en développement, se doit de construire un rassemblement, un environnement international pour instituer la compréhension mutuelle et une solidarité mondiale. Les politiques culturelles restent ancrées dans cette volonté de promouvoir conjointement, et j'insiste sur le mot conjointement, diversité et dialogue, comme les seules clés viables, ou plutôt des clés gages d'un avenir durable et viable. À cet effet, l'organisation doit continuer à relever les doubles défis posés par la diversité culturelle qui fait, d'une manière ou d'une autre, l'objet de votre forum. D'une part, assurer un être ensemble harmonieux entre individus et groupes venant d'horizons culturels variés, qu'il s'agisse du quartier ou du village global, et d'autre part, défendre une capacité créatrice à travers la multiplicité des formes patrimoniales ou contemporaines de la culture, matérielle et immatérielle, chaque forme de création constituant un lieu de dialogue et un lien entre générations, entre régions et entre le monde. Ce double défi, accentué donc par la mondialisation, rend de plus en plus pertinente la nécessité de redéfinir la relation entre culture et développement, et plus précisément la culture sentie et conçue comme diversité et qui précède, comme j'insiste à répéter, du dialogue. Pour que le pari de vivre ensemble soit gagné, il doit s'ancrer dans nos sociétés hétérogènes contemporaines, suffisamment souples pour définir, chaque fois que cela est nécessaire, les bases de leur contrat social et culturel, en faisant attention aux usages abusifs de la culture. Premièrement, premier abus, plutôt premier usage abusif de la culture, la culturalisation des problèmes sociaux qui attribuent à la culture une valeur causale quant au déclenchement de toutes sortes de problèmes. Deuxième usage abusif de la culture, le nivellement par l'intégration, qui voit les différentes cultures comme une menace pour l'unité nationale, la cohésion sociale et le développement, d'où l'application des politiques assimilationnistes. Troisième usage abusif, la ségrégation au nom du particularisme, qui, en défendant les spécificités culturelles, accentue la différence au point de la rendre incompatible avec une vie collective commune, c'est-à-dire en créant des ghettos culturels ou des nano-communautés. Tel est le chantier actuel. L'histoire de nos sociétés nous apprend qu'une simple juxtaposition de diverses cultures ne suffit pas à créer de manière automatique les interconnexions et les dialogues. Il est de la responsabilité des États et de toute la société civile de créer, à l'échelle nationale et régionale, un environnement propice où tous pourraient investir de nouveaux espaces de communication. Une double stratégie, à la fois conceptuelle et opérationnelle, est en ce moment travaillée par l'UNESCO. La première concerne la démonstration des effets bénéfiques de la diversité culturelle par la reconnaissance des emprunts et des transferts culturels et la valorisation des échanges. Il s'agira de concevoir des cadres de pensée et d'action en vue de prouver par les démonstrations et les illustrations nécessaires que la diversité culturelle constitue une source d'enrichissement pour la société, en révélant un spectre étendu de visions du monde, d'éclairage, d'idéologie et d'expression culturelle qui permettent à chaque citoyen plusieurs projets de vie, aussi bien individuels que collectifs. Deuxième stratégie, promouvoir les politiques du vivre ensemble sans conflit de loyauté entre plusieurs appartenances culturelles. Il s'agira ici de reconnaître le pluralisme comme réponse politique au fait de la diversité culturelle en mettant en exergue les appartenances plurielles de l'individu dans la construction d'une société cohérente et interdépendante. Le vivre ensemble met les citoyens sur un pied d'égalité et dans le respect des différences. L'égalité est indispensable pour se parler, se comprendre, travailler côte à côte. Mais les différences restent incontournables pour stimuler et révéler la singularité et l'innovation.
Cette double stratégie exige une approche méthodique et méticuleuse, attentive à la raison du cœur, plus que jamais nécessaire pour tisser patiemment un maillage serré de connaissances, de compréhension mutuelle et de solidarité, grâce tout particulièrement au dialogue fermant, comme je l'ai déjà dit, indispensable dans tout exercice de convivialité. Un vaste projet nous attend. Il s'agit de rechercher dans chaque domaine artistique, scientifique, philosophique, linguistique, religieux, les éléments structurants d'une communication interculturelle, sans fabriquer une nouvelle discipline du dialogue ou de la diversité, mais en la dotant d'une méthodologie cohérente. Cette révision de nos politiques concerne les aspects institutionnels du secteur culturel per se, ainsi que ses liens avec les autres politiques du développement, notamment celles en matière d'éducation, des sciences, de la communication, d'environnement, de santé et de tourisme. Excellences, Mesdames, Messieurs, parmi les missions qui découlent du mandat de l'UNESCO, celle de favoriser la connaissance et la compréhension mutuelle des nations inspire constamment la démarche de l'organisation, soucieuse de reconnaître la féconde diversité des cultures, en intégrant dans la définition de ces stratégies la nouvelle donne de la mondialisation. Aujourd'hui, la défense de la paix et de la sécurité est devenue ou sont devenues indissociables de la reconnaissance des cultures. Gérer la diversité, donc, restera l'un des défis fondamentaux de notre époque. Longtemps considérés comme des obstacles, les appartenances ethniques, les religions, les langues sont de nos jours placées sur le devant de la scène, étroitement liées au domaine social, économique et politique. Les individus et les groupes nous le disent tous les jours, veulent être libres de pratiquer leur religion, de parler leur langue, de célébrer leur patrimoine, de prendre part à la société dans laquelle ils vivent sans avoir à se détacher des liens culturels qu'ils ont choisis. Les montées en puissance des revendications identitaires ne sont pas isolées. Elles s'inscrivent dans un processus historique de changement social, de lutte pour la liberté et la justice culturelle, facilité par l'accélération de la mise en réseau dans un contexte globalisé. Permettez-moi de finir avec ce qui constitue pour nous un nouveau champ de travail pour l'UNESCO, qui est celui de l'acquisition de nouvelles compétences interculturelles. Je pense que Merleau-Ponty l'a dit mieux que l'UNESCO est toute instance politique. Il dit ceci, et je clôt avec cette citation. L'appareil de notre être social peut être défait et refait par le voyage, comme nous pouvons apprendre à parler d'autres langues. Il y a là une seconde voie vers l'universel. Non plus l'universel de surplomb d'une méthode strictement objective, mais comme un universel latéral, venant d'en bas, on dirait, dont nous faisons l'acquisition par l'expérience ethnologique, incessante mise à l'épreuve de soi par l'autre et de l'autre par soi. Il n'est bien entendu ni possible, ni nécessaire que le même homme ou femme connaisse d'expérience toutes les sociétés dont il parle. Il suffit qu'il ait quelquefois et assez longuement appris à se laisser enseigner par une autre culture, car il dispose désormais d'un organe de connaissance nouveau. Il a repris possession de sa région sauvage, de la région sauvage de lui-même, qui n'est pas investie dans sa propre culture et par où il communique avec les autres. Fin de citation. Avec mes souhaits de plein succès, je vous remercie de votre attention.